Delorme, bonjour. Je vous interroge, je vous remercie d'accepter cette interview pour le Cercle de Kelvin, qui est ce cercle culturel que vous avez créé sur le Morbihan. Et je vous interroge à la suite d'une conférence que vous avez prononcée à Brest, qui était prononcée avec un cercle ami, les conférences d'Élysée. Et vous avez parlé de l'impérialisme turc, vous avez parlé de la Grèce, vous avez parlé de l'harmonie. Et notamment, donc, il y a quelques rapports évidemment avec ce dernier ouvrage qui vient de sortir, auquel vous avez participé, qui est consacré au Karabakh, le livre noir. Mais donc vous avez derrière vous déjà une œuvre importante au sujet de la Grèce, du monde des Balkans, orthodoxe même aussi de manière générale. Est-ce que vous peut-être simplement vous présenter pour... Oui, je suis agrégé d'histoire et j'ai enseigné à Sciences Po à Paris, l'histoire des relations internationales. Et donc j'ai publié en 2013 3 tomes chez Gallimard dans la collection Folio sur l'histoire de la Grèce et des Balkans du 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Le livre est paru en 2013, donc il se clôt par ce qu'on a appelé injustement la crise grecque et qui est en fait une crise de l'Union européenne et de l'euro. Et donc voilà, j'ai fait ces livres qui sont la première synthèse en réalité sur l'histoire de la région intégrant l'histoire de la Grèce. Depuis un siècle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait l'histoire des Balkans, mais des histoires des Balkans qui ne comprenaient pas la Grèce, qui la traitaient de manière assez marginale, ce qui, à mon avis, est une erreur méthodologique fondamentale, parce que toute la modernité politique, culturelle, philosophique se diffuse dans les Balkans à partir de la Grèce. Voilà. Et puis, quand on s'intéresse à la Grèce et à Chypre, on s'intéresse forcément à la Turquie. Et donc, c'est par ce biais-là que j'en suis arrivé à m'intéresser également à l'Arménie, au génocide arménien, sur lequel j'ai écrit un roman, mon avant-dernier roman, qui s'appelle Tigrane l'Arménien, qui traite de ce génocide encore nié aujourd'hui par l'État turc. C'est-à-dire qu'on négocie, on continue à négocier l'adhésion d'un État négationniste. Imaginez ce que serait de négocier avec une Allemagne négationniste de la Shoah. Donc c'est un pur scandale. Et donc cette Arménie est de nouveau, depuis 2020, confrontée à l'impérialisme turc. Et donc un certain nombre d'auteurs se sont groupés dans ce livre noir. Sylvain Tesson, Gérard Chagnan, beaucoup de belles plumes, et je suis très fier de figurer parmi mon ami Marie Dénian. Je suis très fier d'avoir pu participer à ce livre qu'ont dirigé Tigran Yegavian et Éric Bénessé, et qui fait le point sur les questions turco-arméniennes et sur la tragédie que vit ce Haut-Karabakh, cet Arstak, depuis la nouvelle guerre d'agression turco-azérie de 2020. Alors, votre domaine de spécialité, c'est le monde grec en général. En France, il y a certainement un déficit de connaissances sur le monde grec. On en parlait dans les médias. Comment est-ce que c'est ça? Il y a en fait ce que j'appelle une hémiplégie européenne. C'est-à-dire que pour les Européens de l'Ouest, l'Europe est une Europe exclusivement occidentale et presque exclusivement occidentale, catholique et protestante. Et qu'en fait, le monde qui est issu de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire de cette vieille coupure qui passe entre la Croatie et la Serbie et qui limite l'Empire qui parlait latin et l'Empire qui parlait grec, cet empire qui parlait grec qui s'est ensuite poursuivi pendant un millénaire à travers l'État byzantin, est une espèce de non-dit de la culture européenne. C'est-à-dire que pour les Européens, cet autre roc n'existe pas. Alors évidemment, on doit tout dans notre culture à nos racines grecques. Donc on s'intéresse à l'histoire antique de la Grèce, mais
Mais à partir du Moyen Âge, à partir de l'âge byzantin, c'est comme si tout d'un coup, l'Europe se rétrécissait à une Europe occidentale. Et puis ensuite, évidemment, la coupure de l'Europe en deux après la guerre de 1939-1945, même si la Grèce est maintenue dans le camp occidental, elle est un peu à part, elle vit sous un régime autoritaire et dictatorial. Et donc, en fait, pour les Français, la Grèce, c'est soit la Grèce ancienne, évidemment, on lui doit toutes nos cultures politiques, soit la Grèce des vacances, des îles. Enfin, cette Grèce-là est également très attirante parce que, et c'est pas moi qui vais vous les raconter là, puisque j'y vis maintenant depuis plus de 3 ans, puis je la fréquente depuis 50 ans, même très assidûment. Mais c'est comme s'il y avait un trou noir dans l'histoire de l'Europe, qui est cette histoire de l'Europe orthodoxe. Pas que la Grèce, hein, parce que si vous regardez aujourd'hui, par exemple, la Bulgarie vient d'avoir des élections législatives. C'est cinquième, je crois, élection législative en 2 ans. Aucun média français n'en a levé la langue. Alors que ce sont des élections importantes dans le cadre de l'équilibre géopolitique actuel, avec la Russie, ce qui se passe au Mer Noir. Donc il y a une espèce d'hémiplégie, c'est-à-dire que cette Europe issue de l'Europe byzantine, on n'en connaît ni l'histoire, ni évidemment les piliers de la culture. Et en fait, on continue à l'ignorer. Donc vous êtes de ce vaste monde, et on voit aujourd'hui que la Turquie se fait menaçante à l'égard de la Grèce, on l'a vu dans la mer Égée, à l'égard de l'Arménie également. Alors vous avez, dans votre conférence, et j'ai trouvé l'anecdote extrêmement parlante, évoqué la déclaration récente à Smyrne, vous pouvez d'ailleurs la rappeler, mais pourquoi cet impérialisme turc? Qu'est-ce qui explique surtout cette férocité actuellement si clairement exprimée? Alors, au début du mois de septembre, on a commémoré en Grèce ce que les Grecs appellent la grande catastrophe, c'est-à-dire le départ forcé d'Anatolie de 1,5 million de Grecs qui vivaient depuis la plus haute antiquité. Et c'est vrai qu'ont été chassés dans la suite d'événements de la Première Guerre mondiale et des événements qui l'ont suivi par les armées de Mustafa Kemal, qui refusaient les conditions du traité de Sèvres et qui avaient soulevé les Turcs contre ce traité de Sèvres. Ah, donc, le 1,5 million de Grecs est parti sans rien, dans un total dénuement, au milieu de violences indescriptibles. Pour vous dire, ces réfugiés, 20% ils ont été tellement maltraités au moment de leur départ que 20% sont morts dans la première année qui a suivi leur exode. Donc c'est une tragédie absolument phénoménale. On compte environ que 600 000 à 700 000 Grecs de l'Empire ottoman sont morts entre 1914 et 1922. 1,5 million d'Arméniens, 500 000 Assyro-Chaldéens. Donc il y a eu une espèce de purification ethnique du territoire turc qui s'est terminée par l'incendie de la ville de Smyrne, qui était une ville cosmopolite à majorité grecque et arménienne, et qui a été prise en septembre 1922 par les troupes de Kemal. Les troupes de Kemal y ont mis le feu et ont fait environ 50 à 60 000 morts en une semaine. Eh bien, figurez-vous que la Grèce a naturellement commémoré cet événement tragique, puisque aujourd'hui on peut compter que une famille grecque sur 4 ou sur 5 descend de ces réfugiés des mineurs. Mais figurez-vous que Erdogan, lui, a célébré cette prise de Smyrne, et de manière assez absurde, scandaleuse, paradoxale, le secrétaire général de l'OTAN a félicité le président turc pour cette victoire de Smyrne. Il est vrai, retiré son tweet très vite. Mais
Donc on a cet événement fondamental, fondateur, dans une mémoire extrêmement douloureuse des Grecs, heu, qui, heu, qui est en même temps un des événements fondateurs de la République turque. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Kemal a accepté, a accepté que l'État turc, se limite aux frontières, heu, qui avaient été, déterminées, en 1922-1923, par, le traité de Sèvres, puis les conflits successifs et la conclusion finale, en 1923, d'un traité de Lausanne qui fixait définitivement les frontières et notamment la frontière entre la Grèce et la Turquie. La nouveauté dans cette région, c'est que depuis quelques années, monsieur Erdogan remet systématiquement en cause la validité de ce traité de Lausanne et qu'il remet donc en cause la frontière entre la Grèce et la Turquie, ce qui, heu, ce qui est assorti de menaces, extrêmement précises, puisque notamment à l'occasion de cet anniversaire de la catastrophe de Smyrne, des massacres de Smyrne, il a dit aux Grecs qu'il fallait qu'ils se méfient et que, le lendemain matin, les Turcs pourraient être chez eux pour refaire la même chose que ce qu'ils avaient fait à Smyrne. Vous voyez qu'on est dans un climat de franche camaraderie et que, évidemment, il y a là un problème, qui est un problème extraordinairement important, d'autant que cette manifestation turque, à l'égard de la Grèce vient après un été de tension, très important sur les questions gazières qui sont très importantes en Méditerranée orientale aujourd'hui, où la Turquie remet en cause, les zones qui, selon le droit international, heu, font partie des zones économiques exclusives grecques et chypriotes, c'est-à-dire où les Grecs et les Chypriotes ont seuls le droit d'accorder des permis d'exploitation des gisements de gaz qui se trouvent dans cette région. Donc on a cette remise en cause-là. On a, une intervention militaire, en Libye, du côté du gouvernement islamiste. On a, une occupation du nord de la Syrie, qui, a recyclé, les restes de Daesh et des différentes milices islamistes qui ont été recyclés en supplétifs de l'armée turque et qui, participent à cette occupation. On a la guerre de 2020, de l'Azerbaïdjan contre, le Haut-Karabakh, qui, est en fait une guerre turque, c'est-à-dire que les, heu, l'état-major d'Ankara a coiffé, l'état-major azéri et que c'est bien d'Erdogan qu'est venue, la décision, de faire la guerre aux Arméniens du Karabakh, alors que les négociations entamées depuis 1994 n'avaient abouti à aucune solution politique, l'Azerbaïdjan les ayant toutes, bloquées. Et puis, on a également aujourd'hui une politique, turque, qui, manipule les flots de migrants et qui fait chanter l'Union européenne, qui, n'hésite jamais à donner quelques milliards à ce despote islamiste, pour, qu'il modère, ces débarquements de migrants sur les côtes grecques, ou, sur la frontière, terrestre gréco-turque. Et puis enfin, on a une politique d'islamisation, de réislamisation qui est en partie financée par la Turquie, par l'Arabie saoudite et par le Qatar, des communautés musulmanes des Balkans qui ont été, eu égard à leur importance numérique, qui ont été les communautés à fournir proportionnellement à leur population le plus de combattants à Daesh. Donc, vous voyez combien et cette politique cette politique de financement de l'islamisme s'étend également aujourd'hui en Afrique, puisque, le gouvernement turc, mène, une
mène une opération de pénétration dans un grand nombre de pays de l'Afrique. Donc en réalité, Erdogan n'a pas rompu avec l'héritage de Kemal seulement sur la question de la laïcité, comme on dit en France, même si la laïcité turque n'a jamais rien eu à voir avec la laïcité française, mais il rompt également avec l'héritage de Kemal en remettant en cause les frontières de la Turquie actuelle et en reprenant deux vieux thèmes qui sont le panislamisme, c'est-à-dire l'idée que le chef de l'État turc est le leader le leader naturel, comme l'était le sultan ottoman, de tous les musulmans sunnites. Et d'autre part, il reprend l'idée du panturquisme, qui alors là s'adresse à l'Asie centrale, qui est l'idée que le destin de la Turquie est d'unifier toutes les populations turcophones. Voilà, donc on a aujourd'hui un chef d'État turc qui continue théoriquement à négocier son adhésion à l'Union européenne, qui occupe un pays membre de l'Union européenne, Chypre. 40% du territoire est occupé par les Turcs depuis 1974, qui conteste la souveraineté d'un autre pays de l'Union européenne, la Grèce, et qui représente pour la culture européenne un danger tout à fait éminent. D'autant plus que Erdogan a également mis en place une instrumentalisation des communautés turques dans les pays d'Europe occidentale. En Allemagne, où elle est très nombreuse et où son poids politique pèse de plus en plus lourd sur les gouvernements allemands, en Belgique, en Autriche, qui commencent à réagir, et également en France. Merci. Pour revenir sur la question arménienne, puisque donc, ce qui est au cœur de ce livre sur le Haut-Karabakh, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement, au fond, cette parcours de l'Arménie, c'est-à-dire cette nation qui est devenue un État-nation par la suite, son histoire, et donc au travers de ça, son opposition à la Turquie, puis la particularité du Haut-Karabakh qui est au cœur du conflit actuel. Alors, donc l'Arménie est un vieil État qui a une longue et glorieuse histoire antique et médiévale. C'est notamment le premier État au monde qui s'est converti au christianisme. Et donc, le souverain s'est converti au christianisme, entraînant derrière lui ses sujets. Et puis, c'est un État qui disparaît dans le courant du Moyen-Âge sous la pression des Mamelouks d'Égypte et puis des invasions mongoles, puis des invasions turques. Et donc, cet État disparaît. Les Arméniens vont être sujets ottomans, puis à partir du moment où les Russes au XVIIIe siècle poussent vers le sud, une partie de ces Arméniens vont devenir sujets de l'Empire russe. Et puis, au cours de la Première Guerre mondiale, ces Arméniens connaissent à la fin du XIXe siècle une renaissance nationale dans la suite des mouvements nationaux dans les Balkans et notamment dans la suite de la guerre d'indépendance grecque qui a lancé le mouvement national dans les Balkans en 1821-1830. 50 ans plus tard, on a une renaissance nationale intellectuelle, littéraire en Arménie qui débouche sur des revendications politiques et des revendications politiques d'autonomie à l'intérieur, de droits particuliers à l'intérieur de l'Empire ottoman et de l'Empire russe. Et puis arrive là-dessus la Première Guerre mondiale. Il y a eu déjà un certain nombre de massacres d'Arméniens dans les années 1878 du fait de l'Empire ottoman, puis au début du siècle en Cilicie, au sud de l'Anatolie. Et ces massacres pré-génocidaires prennent la forme en 1915 d'un génocide qui fera entre 1,2 million et 1,5 million de morts à travers des déportations, des tortures, des massacres qui sont absolument tragiques. Et puis, donc à la sortie de la Première Guerre mondiale, les alliés vainqueurs décident la création d'une république d'Arménie qui va exister brièvement entre 1918 et la fin de 1920,
et qui va être victime d'un accord entre Lénine et Kemal. Kemal obtenant de Lénine le droit d'annexer le sud de cette République d'Arménie et Lénine, de son côté, soviétisant le nord de l'Arménie qui devient une république socialiste soviétique membre du RSS. Alors, c'est à ce moment-là que le problème du Haut-Karabakh va prendre forme. Parce que le commissaire aux nationalités dans l'équipe dirigeante bolchevique, qui s'appelle Joseph Staline, qui est originaire de la région, puisque lui-même est originaire de Géorgie, qui est quand même un peu à l'ouest de l'Arménie, va décider de séparer c'est la vieille histoire divisée pour régner. Et donc, il va séparer le Karabakh, peuplé à 90% d'Arméniens, de la partie principale de la République socialiste soviétique d'Arménie. Et il va décider d'intégrer ce Karabakh avec un statut d'autonomie à la République d'Azerbaïdjan, qui, elle, est turcophone et de religion musulmane. Et donc, quand, durant toute l'histoire de l'Union soviétique, ce conflit, comme tous les conflits de nationalité, est gelé, mais au moment où l'Union soviétique s'effondre, ce conflit de nationalité va ressurgir parce que les Arméniens du Haut-Karabakh ne veulent pas devenir citoyens de la République azérie, de la République turcophone et musulmane d'Azerbaïdjan. D'autant que les Azéris ont participé au génocide de 1915 et que dans la période 1918-1920, la période où existe la République d'Arménie, ces Azéris ont également massacré un certain nombre d'Arméniens sur le territoire de l'Azerbaïdjan en organisant un certain nombre de pogroms. Donc il y a une volonté sécessionniste de ces gens du Haut-Karabakh, et au lieu que la communauté internationale consulte des populations sur leur volonté et qu'on applique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en réalité, on a proclamé cette absurdité qui a également provoqué les guerres de sécession en Yougoslavie, qui est l'intangibilité des frontières. Mais cette intangibilité des frontières est une absurdité à partir du moment où vous avez un empire multinational dont les frontières étaient des frontières administratives sans réalité politique, et que tout d'un coup, elles sont transformées en frontières politiques qui font que les gens n'ont plus la même citoyenneté. Vous comprenez? Dans le Haut-Karabakh, membre république autonome de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, les gens avaient le même destin que dans la République socialiste soviétique d'Arménie. Ils avaient les mêmes droits, ils avaient la même citoyenneté, ils avaient le même destin économique et social. Or, à partir du moment où ces États éclatent, on dénie aux Arméniens du Karabakh, alors qu'ils sont 90% sur leur territoire, à vouloir se rattacher à l'Arménie plutôt qu'à l'Azerbaïdjan. Et c'est donc de cette situation absurde qui est la transformation automatique de frontières intérieures en frontières internationales que vient le conflit du Karabakh, qui a connu en 2020 une phase supplémentaire et qui connaît depuis cet automne une nouvelle phase, puisque cette fois, les Azéris et les Turcs, ou les Azéris agissant pour les Turcs, s'attaquent cette fois, depuis quelques semaines, au territoire même de la République d'Arménie. Alors, on va terminer sur un dernier point. Vous avez fait déjà plusieurs fois référence à l'Union européenne. J'aimerais savoir si, selon vous, il y a une ligne claire dans la politique de l'Union européenne et de la France aussi par rapport à ce conflit arménien. Alors, du côté de la France, la France était membre du groupe de contact qui était
supposé trouver une solution politique à ce conflit depuis le cessez-le-feu de 1994. Alors en réalité, il y a un discours politique français qui est plutôt favorable aux Arméniens, et il y a une totale impuissance ou une totale absence de volonté à faire entrer, à faire aboutir une solution. C'est d'ailleurs assez comparable à l'impuissance du groupe de Minsk, qui, dans le conflit russo-ukrainien, avait fait des accords qui auraient pu résoudre le problème et qui ne s'est jamais donné les moyens de faire appliquer ces accords et qui n'a jamais fait aucune pression sur l'Ukraine pour qu'elle applique ces accords. Donc on est exactement dans la même situation qu'avec les accords de Minsk, si vous voulez. On a un groupe de contact international dans lequel la France se présente plutôt comme favorable à l'Arménie, tout en tâchant d'être un arbitre qui dit que, etc. Et puis en réalité, on est dans une totale impuissance et dans un discours qui ne trouve aucune traduction politique réelle dans les faits. Sur l'Union européenne, c'est encore pire, puisque naturellement, à 26, eh bien, c'est vrai, c'est la vieille escroquerie qui fonde l'Union européenne, c'est de dire à 26, on est plus fort et on pèse plus. Mais en réalité, comme à 26, on est d'accord sur rien, on n'a ni la même vision du monde, ni la même histoire, ni la même représentation, ni le même rapport à la politique étrangère, eh bien, ni les mêmes intérêts, donc on n'est jamais d'accord sur rien. Et donc la position européenne, c'est le plus petit dénominateur commun. Et quand on applique le plus petit dénominateur commun, on ne pèse rien. On n'est pas un acteur, on est un sujet d'histoire et on regarde passer les trains. Voilà, donc c'est ce que fait l'Union européenne. Alors, c'est ce que fait l'Union européenne, mais en plus, elle ajoute à cette impuissance pathétique et structurelle, elle ajoute quelque chose d'odieux, qui est d'aller acheter du gaz au despote Aliyev, héritier de son père, qui était déjà le despote communiste de la région dans les dernières décennies de l'URSS, qui ensuite est devenu le chef d'État et qui a transmis le pouvoir à son fils. Donc voilà, on a un président Aliyev qui n'est pas démocrate, évidemment, qui est un despote, qui pratique la torture, qui a violé les conventions de Genève, les prisonniers de guerre arméniens qui normalement sont couverts par les conventions de Genève, ont subi des traitements absolument immondes, ignobles. Il y a des scènes de torture absolument insoutenables qui ont circulé sur le web. Eh bien, en pleine crise, au moment où l'Azerbaïdjan remet le couvert et attaque de nouveau l'Arménie, Madame von der Leyen va à Bakou et fait toutes sortes de risettes, de sourires et de gentillesse à cet homme qui viole le droit international, qui viole le droit humanitaire, et elle nous dit que acheter du gaz à Poutine, c'est mal, mais l'acheter à Aliyev, ça ne me pose aucun problème, et c'est tout à fait moral. Donc, c'est à la fois pathétique dans l'impuissance, et c'est à la fois odieux, parce que l'Union européenne a toujours un discours moral au lieu d'avoir un discours politique, et que dans cette affaire, la moralité est patente et que on est dans quelque chose qui est vraiment intolérable. Je vous remercie, M. Delorme.